Bonjour et bienvenue dans Opinion CC. Coup de projecteur sur l'industrie en Europe et en Belgique. Un secteur sous pression. La crise du Covid a fait comme un électrochoc. Dépendre massivement d'éléments qui viennent du bout du monde, en Chine notamment, a ses limites. Relocaliser, diversifier, décider au plus près du terrain, voilà des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'emploi et de l'économie. On voit ça avec notre spécialiste. Jusque dans les années 70, on avait une industrialisation très forte en Europe. Donc on avait un secteur sidérurgique, la métallurgie, la chimie, le pharma, la construction mécanique, les mines encore qui étaient encore actives. Tout ça était un secteur très très important de l'économie, aussi bien européenne que belge. Et puis il y a eu les deux fameux chocs pétroliers des années 70 qui ont commencé à créer des difficultés déjà sur l'énergie à l'époque. Et puis progressivement, dans les années 80-90, une désindustrialisation qui s'amorce et un tournant vers la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'on développe de plus en plus une économie de services et différents choix politiques au niveau européen qui ont fait qu'on a un petit peu laissé tomber l'industrie en réalité. On a privilégié quelque part les dividendes et la libre concurrence, le libre-échange par rapport aux intérêts des industriels et de leurs travailleurs. On voit qu'en Europe maintenant, on est les champions du monde pour la distribution des dividendes, mais malheureusement, en ce qui concerne l'investissement dans les outils de production, dans la décarbonation de l'industrie, là on est un petit peu à la traîne. Donc pendant que les États-Unis et la Chine, nos deux grands concurrents, investissent massivement et soutiennent massivement leur industrie, sur 19 secteurs clés industriels, il n'y en a qu'un qui n'est pas menacé, c'est l'aérospatial. Mais tous les autres secteurs, nous avons perdu notre leadership que nous avions historiquement. Pour les derniers chiffres qui concernent l'année 2024, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute, dans le PIB, est de 23,4% en Wallonie, 23,7% en Flandre, donc c'est vraiment très très similaire, et de 7% seulement à Bruxelles. Dans les années 70, en Belgique, c'était à peu près 40% du PIB qui était représenté par l'industrie. On a une économie qui se désindustrialise plus vite. Une des raisons structurelles, c'est le prix de l'énergie. Pour le continent européen dans son ensemble, puisqu'on paye notre énergie à peu près 3 fois plus cher qu'en Asie, par exemple. En Belgique, et particulièrement en Wallonie, l'industrie est très énergivore, plus élevée qu'en Flandre, ce qui fait qu'il y a un boulevard pour les politiques d'efficacité énergétique en Wallonie, si on voulait améliorer ce problème. Alors au niveau de l'industrie manufacturière, on était autour de 700 000 emplois en 1995. Ça a baissé d'année en année et on a passé la barre des 500 000 en 2024. Au niveau wallon, on a aussi évidemment malheureusement diminué et on est autour des 100 000 emplois dans l'industrie manufacturière. La sidérurgie belge, qui a longtemps été le fleuron de l'industrie, est à un tournant. Crise à répétition, décision de multinationales, concurrence mondiale, tout le secteur est sous pression. La situation sidérurgique en Belgique, concrètement, c'est 9 entreprises, 4 groupes multinationaux qui décident un petit peu de faire ce qu'elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent. C'est un secteur qui connaît une crise importante et durable, puisque depuis 20 ans maintenant, c'est beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de restructurations, beaucoup de fermetures. C'est une manque de vision industrielle dans le chef du politique et c'est ce qui a créé cette crise importante. À chaque décennie, on perd 10 000 emplois. De phénomènes de délocalisation, de phénomènes de fermeture, à savoir aussi qu'on n'a jamais, l'année 2025, on n'a jamais eu autant d'importations qui se avoisinent 32-33%. Et ça, c'est un vrai scandale. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne prend pas ses responsabilités. À savoir aussi que dans la sidérurgie, à Liège notamment, le savoir-faire des travailleurs, il est exceptionnel. On fait des produits de très haute valeur ajoutée. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce qu'ArcelorMittal, qu'est-ce qu'il veut ? Des aides d'État. OK, mais s'il y a des aides d'État, ça doit être conditionné, je vais dire, à des politiques d'investissement, des garanties d'emploi. Ça, c'est une condition sine qua non. Et l'Europe ne doit pas accepter des délocalisations, comme il y a pour l'instant aussi, parce qu'on prend le cas d'ArcelorMittal, Europe, ils veulent délocaliser 5600 travailleurs dans les fonctions support, vers la Pologne, vers l'Inde, et ça ne se justifie pas au niveau opérationnel et au niveau économique.
La sidérurgie a-t-elle encore un avenir en Belgique? Et les syndicats peuvent-ils être un moteur de réindustrialisation? Elle a un avenir. Il y a une série de mesures qui ont été décidées par la Commission, qui doivent passer par le Parlement européen et puis qui doivent être validées par le Conseil de l'Europe. Et donc, ces décisions, il faut qu'elles soient prises de manière urgente parce que le marché européen subit des coups de butoir de la part de l'Asie qui exporte vers l'Europe des dizaines de millions de tonnes d'euros à des prix qu'on ne sait pas concurrencer ici. Il faut alors, pour ça, essayer de protéger le marché. Protéger le marché, ça veut dire qu'on doit diminuer les quotas d'importation, mais en même temps, il faut stimuler la demande parce que l'acier, c'est l'infrastructure, c'est la construction, c'est l'automobile, c'est une série de choses comme ça qui sont excessivement importantes. Je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir d'industrie en Europe parce que sinon on serait totalement dépendant de l'extérieur et ça serait excessivement dangereux. Il faut se préparer à un plan de reconversion parce que quand on investit dans la décarbonation, c'est évidemment des machines supplémentaires, c'est des investissements excessivement lourds, mais en même temps, on se démarque par rapport à d'autres continents qui, eux, ne respectent pas un certain règle de normes environnementales. Donc il faut investir massivement, il faut investir intelligemment et il faut surtout se dire que ces 4 multinationales, elles réfléchissent comment? Elles réfléchissent par rapport aux facteurs de production. Et aujourd'hui, les facteurs de production, c'est quoi? C'est l'énergie, qui coûte extrêmement cher. Donc il faut stabiliser les prix de l'énergie, ça c'est une première chose. Deuxième facteur de production, c'est les matières premières. Et donc on doit se concentrer sur un certain nombre de secteurs clés qui dépendent de la sidérurgie et investir dans ces secteurs clés en priorité avec une chaîne d'approvisionnement courte mais maîtrisée en Europe. Il ne faut pas croire que l'industrie d'aujourd'hui ressemblera à l'industrie de demain. Il faut voir certainement un peu plus petit, prioriser et focaliser sur la recherche et l'innovation dans des domaines clés comme l'énergie, comme les technologies clés. Bon, les leviers pour changer les choses, factuellement, ils sont multiples. Déjà, avec la CC-META, on était trouvé toute une série de parlementaires européens pour leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans un moment charnière, que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, on va avoir des problèmes. Par le biais du conseil d'entreprise, on demande chaque fois les produits avec les profitabilités. Ça, c'est très important aussi, parce qu'on peut avoir des aides d'État, mais si on ne fait pas des produits innovants et de haute valeur ajoutée, à un moment donné, on va se faire asphyxier. On doit protéger les entreprises européennes, et notamment la sidérurgie, qui est quand même une colonne vertébrale. L'Union des 27, aujourd'hui, elle ne décide pas. On doit, je vais dire, avoir vraiment une politique européenne qui soutient les entreprises et qui garantit l'emploi et des investissements. Parce qu'on est dans une politique aujourd'hui de capitalisme à outrance, où il n'y a plus des capitaines d'entreprise, ce sont uniquement des actionnaires qui injectent du pognon, des dividendes à gogo, et ils s'en foutent de l'emploi. Moi, je le dis toujours, le dernier rempart avant l'esclavagisme, c'est le syndicalisme. Le verre, un matériau d'avenir. Et pourtant, le secteur est en crise. Et oui, entre énergie, emploi et investissement, tout est en train de basculer. Le secteur du verre, c'est à peu près 7000 travailleurs et il constate qu'aujourd'hui, il y a des pertes d'emplois qui sont importantes, il y a des investissements machines qui ne se font pas, on voit les conditions de travail qui se dégradent, on parle de numérisation, on parle d'IA, on parle de révolution énergétique et dans le secteur du verre particulièrement, on assiste à cette révolution. Pourquoi ? Parce que la production de verre demande des fours qui sont énergivores, qui sont fortement dépendants aujourd'hui malheureusement des énergies fossiles et on doit faire un gap vers l'énergie renouvelable. Ici, on parle clairement d'électricité. Et donc, on assiste à des industriels qui font leur marché auprès des États. Par exemple, pour prendre le cas concrètement du verre, où est-ce que c'est le plus intéressant d'installer un four, où est-ce que ça va coûter le moins cher ? Et donc,
Très concrètement, ils vont toquer à la porte de Macron en France pour voir s'ils pourraient avoir un prix plus intéressant au kilowattheure qu'en Belgique. On ne gère pas les prix de l'électricité, c'est laissé à la libéralisation du marché. Donc le fait qu'on ne contrôle pas les prix de l'électricité, le travailleur le paye 2 fois. Il le paye parce qu'il risque des pertes d'emploi, parce que c'est un coût pour l'employeur, pour l'entreprise, et d'autre part au niveau des factures, de sa facture pour sa maison en tant qu'utilisateur. Donc oui, c'est un secteur d'avenir et on a la chance en Belgique d'avoir une production de verre et des connaissances et des travailleurs qui ont de l'expertise dans ce domaine-là. D'autre part aussi, les industries doivent faire les investissements nécessaires. Donc aujourd'hui, on le voit par exemple, on préfère distribuer des dividendes au niveau des actionnaires, alors que aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des investissements au niveau des machines, au niveau de la recherche et développement. Et donc les subsides et les aides d'État qui sont aujourd'hui réalisées auprès de ces grosses industries ne sont pas conditionnées par du maintien de l'emploi, par de la réindustrialisation, par des conditions de travail dignes. On a besoin de conditionner ces aides aux entreprises. Le secteur du verre est un secteur d'avenir. On a besoin de verre dans l'habitat, on a besoin de verre dans les transports en commun. Par exemple, la fibre de verre est utilisée dans les éoliennes, est utilisée dans l'aviation, est utilisée dans même du matériel de santé, parce que le verre, c'est quelque chose de stable. Mais c'est un secteur qui est en train de traverser un tournant, comme la plupart des secteurs industriels en Belgique. Les investissements en matière d'innovation et de recherche et développement ne sont pas faits. Ce que nous proposons en tant qu'organisation syndicale, c'est d'investir nos impôts dans une économie d'avenir. Ça doit passer par une planification économique. On doit pouvoir remettre en question ce que l'on veut produire, quels sont nos besoins et in fine, à quoi est-ce que ça va servir. Et donc, si on laisse cette économie, ce tournant dans les mains des industriels, dans les mains des multinationales, eh bien oui, eux, ce qu'ils recherchent, c'est un maximum de profit à court terme. Ils ne recherchent pas des solutions d'avenir pour les sociétés sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on est bloqué. On est bloqué par des multinationales, par des actionnaires qui recherchent des dividendes. Aujourd'hui, on ne peut plus se le payer. L'industrie alimentaire, un secteur discret mais essentiel. Un secteur qui relie toute une chaîne, de la production à l'agriculture, en passant par la transformation jusqu'à la consommation. Et oui, tout commence dans les champs et finit dans nos assiettes. Le secteur de l'industrie alimentaire s'intègre dans un parcours de l'agriculture. On a la production, c'est de l'industrie alimentaire, et puis on a directement le commerce alimentaire, et puis la vente. Donc on est dans un parcours sur les matières premières qui, évidemment, avec les champs qu'on a, avec la qualité de la terre qu'on a, qui est vraiment, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en Belgique, c'est un secteur qui se porte très bien. Et en termes de chiffres économiques, alors évidemment, il y a un peu de faillite, il y a un peu de fusion, il y a quelques endroits qui sont en difficulté, mais la globalité du secteur se porte bien en termes d'emploi, aussi en termes de bien-être économique pour les entreprises. Le secteur de l'industrie alimentaire, c'est plus ou moins 100 000 travailleurs, et c'est un chiffre qui a plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure des années, et c'est plus ou moins 4 000 entreprises. Donc on est sur un secteur qui est en développement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes très grosses et qu'il y a beaucoup de travailleurs partout, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et la production, c'est égalitaire entre ce qui est consommé sur place et Belgique et ce qui est plutôt exporté. Si on parle d'avenir du secteur et de progression et de développement du secteur, on sait que la consommation est quelque chose qui évolue très régulièrement. On voit qu'on a des habitudes de consommation qui peuvent évoluer. Et on voit aussi que l'industrie alimentaire, à ce titre-là, est quand même un secteur qui est dynamique. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et donc, on voit que la recherche sur qu'est-ce qui correspond à la consommation actuelle est quelque chose qui est vraiment hyper important en Belgique. Le deuxième défi de l'industrie alimentaire, c'est la vétusté d'un certain nombre des usines. Il y en a quand même quelques-unes qui se sont développées dans les années 70-80. On a aussi besoin d'une industrie qui est
à jour au niveau de la manière de la produire, que ce soit au niveau de la qualité pour éviter tous les problèmes et notamment les allergies qui sont développées, etc. Un troisième défi, c'est le défi environnemental. Quand on a des installations qui sont de 50 jusqu'à 35-40 ans, ce n'était pas la même manière de construire une usine que ce qu'on peut connaître maintenant. Au niveau de l'utilisation de l'énergie, au niveau du recyclage des déchets. Et on voit qu'il y a une vraie évolution dans l'utilisation des déchets. C'est aussi une source de revenus maintenant, les déchets, surtout dans l'industrie alimentaire, parce qu'on peut eux-mêmes les réutiliser, soit pour la partie animale, soit pour en faire d'autres produits de la chaîne alimentaire. Parce qu'on voit dans l'évolution de la consommation, on voit que parfois on peut utiliser tout ou partie des déchets pour le rajouter à un certain nombre d'autres éléments pour créer d'autres produits alimentaires. L'industrie alimentaire est aussi un secteur à la pointe avec des délégués. Nos délégués, on essaie de les former à ça. C'est de regarder ce qui sort, ce qui est jeté. Quand on a là une capacité de discuter avec les employeurs sur ce qu'il est vraiment intéressant de faire et d'ouvrir des nouveaux marchés, notamment pour les déchets, mais aussi pour le recyclage de ce qui est malheureusement ce qu'on ne peut pas rejeter dans la nature. Dans ces endroits-là, il y a un avenir qui est toujours très positif pour l'entreprise. Le secteur de l'industrie alimentaire est évidemment un secteur avec pas mal de travailleurs qui sont qualifiés, qui sont hyper formés. La formation, elle est continue dans l'industrie alimentaire. Deuxième élément, ce sont des conditions de travail qui sont variables d'un sous-secteur à l'autre. L'industrie alimentaire, c'est évidemment les boissons, mais ce n'est pas les mêmes conditions que dans un abattoir. Ce n'est pas les mêmes conditions que dans une boulangerie, avec les farines, avec la poussière, etc., etc. Et ce n'est pas la même chose non plus que les entreprises de l'industrie alimentaire dans lesquelles on travaille dans le froid, qui sont là des métiers pénibles. Le froid rentrent dans le corps malgré les protections et donc détruisent un certain nombre de capacités, notamment musculaires. Mais globalement, le salaire dans l'industrie alimentaire est un salaire qui fait partie des salaires corrects par rapport au travail qui est fourni par les travailleurs et qui tient compte souvent des aspects de pénibilité. Ce travail syndical, il existe depuis qu'on est en train de produire la nourriture des gens. On a un rôle qui est à la fois d'éviter tous les risques de retrouver des éléments dangereux dans la production. Les délégués syndicaux doivent passer énormément de temps avec, évidemment, l'employeur pour pouvoir détecter ce qu'on peut améliorer dans la qualité du produit. Il y a une fierté de pouvoir participer à ce type de production-là. Au fil du temps, le profil du travailleur de l'industrie a considérablement changé. Mais comment explique-t-on ça ? Et derrière ces évolutions, on peut se demander finalement qui décide de l'avenir industriel en Europe. Ce qu'on observe historiquement, c'est qu'on est passé d'une industrie qui tournait autour de la sidérurgie, autour de l'exploitation minière, surtout dans le sud du pays, vers une industrie qui est devenue beaucoup plus digitale et qui est beaucoup plus tournée vers les services et notamment la recherche et développement. On a aujourd'hui deux énormes pôles de recherche qui tournent autour des universités, que ce soit à Charleroi ou à Liège, dans lesquels les productions, qu'elles soient d'ordre chimie, avec la plasturgie, les médicaments, ou même dans le secteur de la fabrication métallique, qui sont beaucoup plus orientés vers des services et de la recherche et développement. Et donc, de ce fait, la part manufacturière a véritablement diminué pour donner aujourd'hui une part d'employés et de cadres qui est très, très importante. Dans le secteur de la chimie, par exemple, on a aujourd'hui plus de cadres que d'ouvriers, d'employés réunis. Et donc on observe comme ça, de façon complètement accélérée sur ces 20 dernières années, vraiment une espèce de sérialisation de l'industrie à travers des services qui sont rendus, à travers plutôt la vente de connaissances plutôt que la vente de production proprement dite. Réindustrialiser le tissu européen est fondamental, notamment pour une question de souveraineté. Ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point aussi qui est là, c'est que on a aujourd'hui des capacités de production qui sont encore bonnes. Il y a peut-être pas assez d'investissement comme on pourrait s'imaginer, mais en tout cas la possibilité de pouvoir produire facilement en Europe. Il y a aussi une espèce de réveil et de fierté un peu nationale où on a maintenant envie de consommer européen et peut-être plus acheter une voiture qui est faite par un fou américain, même si elle est électrique et intéressante, on a plutôt envie de consommer des éléments qui sont propres. Et tout ça fait que, effectivement, l'Europe peut être réellement compétitive. Alors, le coût d'énergie, on le subit tous de façon assez violente. Par contre, en Belgique,
plus spécifiquement, on se rend compte que les entreprises sont excessivement bien aidées. On estime de l'ordre de 52 à 57 milliards les aides, les subsides que les entreprises reçoivent. Et ça, ce sont des montants qui sont colossaux. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on voit à quel point le gouvernement a du mal à chercher de l'argent, à faire des économies comme sur les pensions, comme sur l'indexation des salaires par exemple, et que sur ces aspects-là on ne regarde pas trop, on se dit que là il y a effectivement des choses qui pourraient être mises en avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer les subsides, mais ça veut dire qu'il faut peut-être les conditionner, notamment la création d'emplois. Un autre point qui est vraiment remarquable en Europe, c'est justement les formations qu'on donne à l'ensemble des travailleurs, le niveau de qualification dont ils disposent. Un point qu'on oublie fréquemment aussi, c'est la productivité des travailleurs belges, qui est une des meilleures dans le monde. Et quand on paye 100 € un Allemand ou un Français, eh bien un Belge, pour le même salaire, va produire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, c'est des éléments qu'on peut vraiment mettre en avant. J'avais l'exemple comme ça d'une entreprise qui a délocalisé en Inde parce que ça coûtait 20 fois moins cher. Mais quand ils ont dû se rendre compte que le travail prenait 20 fois plus de temps en Inde, finalement, l'impact économique d'une délocalisation n'était plus du tout utile. Et donc, de plus en plus, d'autres boîtes, notamment pour des questions aussi de qualité de travail, reviennent en Europe parce qu'on a une maîtrise sur ce qu'on fait, une plus-value européenne et en même temps quelque chose qui permet même d'être économiquement beaucoup plus rentable. Dans un contexte général de désindustrialisation, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. C'est le cas notamment de la Sonaca, une entreprise 100% publique. On entend souvent dans les médias, dans les journaux, le terme désindustrialisation. Alors il faut savoir que la désindustrialisation, ce n'est pas un concept théorique. Ce sont des milliers d'emplois qui sont stables, qui sont rémunérés correctement. On retrouve des travailleurs qualifiés. Ces emplois sont perdus chaque année en Belgique. Aujourd'hui, l'emploi dans l'industrie représente moins de 10% de l'emploi total global en Belgique. La Sonaca est une industrie particulière car elle est 100% publique et financée par la région Wallonne. Nous sommes une multinationale et nous avons 2 usines en Europe, une située en Roumanie et une en Espagne. Et en Belgique, nous sommes la maison mère, bien évidemment. On n'est pas réellement mis en concurrence avec nos filiales, à part peut-être la Roumanie qui fait un produit qu'on fait chez nous aussi. Et à un moment donné, il y a eu des peurs lors de cette création de cette filiale, des travailleurs et des délégations syndicales, bien évidemment. Et nous avons été interpellés, les ministres à la région Wallonne. Nous avons eu aussi un accord écrit du CIO confirmant un nombre de travailleurs sur le site de Gosselies, chose qui est historique pour moi. Bien évidemment, être public est une chance pour nous. Je pense que si on aurait été privé, l'usine serait partie de la Belgique dans un pays low cost, et tout serait parti dans ce pays-là. Et grâce à l'investisseur qui est Région Wallonne et public, ils nous font garder sur le site de Gosselies en tant que maison mère. Au sein de l'entreprise, au travers des organes de concertation tels que le conseil d'entreprise, les délégués ont un droit de regard sur les bilans. Et donc, ça leur permet aussi, en collaboration avec l'employeur, de voir quels investissements vont être faits par l'entreprise. Est-ce que ces investissements sont stratégiques ou pas? Il y a aussi vraiment une vision collective. Elle maintient les salaires et les conditions de travail décentes. Et il faut savoir aussi qu'il y a de vraies perspectives d'emploi ici sur le site de Gosselies, puisque les contrats qui sont signés par la Sonaca avec les plus gros clients garantissent du travail pendant les 10 prochaines années ici sur le site de Gosselies. Et il faut aussi savoir que sur les 2 dernières années, Sonaca a engagé 200 ouvriers. On regarde au développement de l'usine et les performances augmentent. Notre premier client qui est Airbus augmente ses cadences encore de 18%. Donc encore une fois, on a un savoir-faire qui est vraiment important à Gosselies. On a été plusieurs fois reconnus par notre client comme meilleur sous-traitant. C'est clair, il faut réindustrialiser, mais intelligemment. Aujourd'hui, le défi est multiple. Investir, innover, mais surtout éviter que nos richesses industrielles ne partent et quitte la Belgique et l'Europe. Il faut réindustrialiser notre continent, mais pas à n'importe quel prix. Il faut le faire dans le cadre de la transition écologique. Donc les politiques industrielles et climatiques doivent aller ensemble. On doit relancer massivement l'investissement public et privé dans la recherche et l'innovation. C'est un défi aussi bien au niveau européen qu'au niveau belge et wallon d'ailleurs. Un des soucis qu'on a en Wallonie, c'est que déjà on innove peu, mais par rapport au peu qu'on innove, c'est que la valorisation
industriel de nos innovations se fait souvent hors de notre région. Donc ce sont d'autres régions, d'autres territoires qui en profitent au niveau de nouvelles entreprises qui se créent et évidemment les emplois qui vont avec, pendant que l'innovation wallonne ne se concrétise pas ou se concrétise peu en Wallonie. Un des gros défis, c'est évidemment la question énergétique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'investissement public, dans les infrastructures de transport d'électricité, dans l'énergie renouvelable. Mais d'un point de vue de la CSC elle-même, évidemment, nous avons développé toute une série de positionnements. Il faudrait que l'État reprenne le contrôle sur l'industrie. On a vu qu'on a laissé trop faire le marché qui n'a aucune vision de long terme. On a besoin d'un État qui anticipe les défis de l'avenir, qui priorise les aides sur les filières d'avenir. L'État peut aussi agir via ses marchés publics, donc c'est 20 à 30% du PIB. L'État peut orienter l'industrie vers des productions écologiques et qui respectent nos normes sociales, bien entendu. Un des outils clés, c'est pas nouveau, c'est la conditionnalité des aides publiques, puisqu'on voit qu'en Belgique, on est assez champion pour donner des sous à nos entreprises sans trop regarder exactement où vont ces sous. On suspecte très fort des effets d'aubaine, donc des aides qui ne servent à rien, en fait, qui servent à augmenter les profits des actionnaires et non pas l'emploi de qualité ou la question de la transition écologique. Plus classiquement, pour nous, en tant que syndicat, on demande depuis des années des plans de transition justes au niveau des secteurs et au niveau des entreprises. Donc il s'agirait pour nous que les différents secteurs de l'industrie disent comment on va atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, comment on prépare nos travailleurs, quelles technologies on met en place, quelles technologies de pointe on essaye de développer et qu'on mette en œuvre toutes les formations nécessaires pour que tous nos travailleurs puissent participer à cette transition écologique. Ce sont eux qui sont les mains qui opèrent cette transition écologique, malheureusement trop oubliée par certains dirigeants ou certains patrons, mais il est tout à fait clair que le rôle est central en réalité des travailleurs, puisqu'ils ont la connaissance de première main des outils industriels. Malheureusement, force est de constater que ce dialogue se dégrade ces dernières années, mais voilà, on va continuer à se battre et à affirmer notre voix dans le débat sur ces questions-là comme sur les autres. L'avenir industriel en Europe se joue maintenant. La CSC appelle à un changement de méthode, un État plus stratège, des aides mieux encadrées et surtout une transition juste dans chaque secteur. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.